Merci beaucoup de votre fidélité à la chaîne Patrick Lokala TV. La chronique d'aujourd'hui sera consacrée à la lettre de Matata Ponyo Mapone, ancien Premier ministre devenu sénateur impliqué dans la polémique et la saga affaire judiciaire de Bukanga Lonzo. Vous le savez, depuis un moment, il y a eu main levée. La Cour s'est dessaisie de la situation car il n'y a pas de juridiction pour juger un ancien Premier ministre en République démocratique du Congo. Depuis le bureau du Sénat, on va dire le Sénat dans son ensemble refuse ou hésite ou traîne le pas pour donner à Matata Ponyo, remettre à Matata Ponyo Mapone ses immunités parlementaires. Dans ces cadres, il y a aujourd'hui une grosse polémique entre d'un côté le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le sénateur Matata Ponyo Mapone. C'est dans ces contextes que le sénateur Mapone a écrit au président de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, pour que ce dernier puisse prodiguer des conseils à son collègue du Sénat qui ne voudrait pas vraiment avec rapidité remettre les immunités parlementaires au sénateur Matata Ponyo Mapone. Qu'en est-il de cette lettre? Est-ce que la lettre a évolué ou est-elle devenue une lettre morte? Nous allons en parler et savoir ce que pourrait, dans une certaine mesure, amener un changement. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale va finalement aborder la question avec son homologue pour que finalement le sénateur Matata Ponyo Mapone puisse retrouver ses immunités parlementaires? Voilà la première thématique à laquelle nous allons nous entretenir avec notre invité, dialogue ou consultation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles du M23. Du côté RDC, on parle des consultations avec les groupes rebelles, mais du côté des Kenya et des groupes armés, on parle d'un dialogue entre l'État congolais et le rebelle qui nous agresse. Est-ce que ce dialogue, ce énième dialogue va fragiliser ou affaiblir les pouvoirs de notre pays? Vous savez très bien que lorsque vous allez dans des négociations avec les organismes internationaux ou certaines organisations régionales, vous concédez une certaine partie de votre souveraineté que vous hypothéquez pour discuter, car là, ce n'est pas le Congo qui conduit les choses, mais plutôt le Congo est considéré comme partie au conflit avec le M23 et la médiation est assurée par la République kenyane. Est-ce que ce dialogue ou cette consultation va apporter des solutions durables par rapport à la question de l'Est? On n'en est pas à notre tout premier dialogue ou consultation avec ce groupe rebelle, mais par le passé, l'expérience nous rappelle que beaucoup de dialogues ont toujours échoué. Est-ce que ça serait le cas cette fois-ci? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cet échange avec notre invité spécial. Et puis enfin, pour finir, il y a eu de heurts entre la coalition ou le militant de la coalition, la Mouka, et les éléments de la police nationale congolaise. Et le bilan fait état de plusieurs militants blessés. Le siège de l'ECD, parti cher au président malheureux, au candidat président malheureux de la présidentielle 2018, Martin Fayulu. Le siège a été sérieusement saccagé. Le siège se trouve dans un état de destruction incroyable. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce que faudrait-il quitter le cadre institutionnel pour aller dans un autre cadre? Cette fois-là, ce n'est pas un dialogue avec les groupes rebelles, mais un dialogue avec les acteurs politiques autour du consensus électoral. Faudrait-il quitter le cadre formel pour aller dans un cadre informel et trouver un consensus? C'est la grande question. Mais entre-temps, du côté du président Mbosso et sa majorité Union Sacrée, les débats sur la révision de la loi électorale poursuit son bonhomme des chemins. Est-ce que c'est le passage en force? Est-ce qu'on va faire comme à l'époque de la Kabylie? Est-ce que c'est la majorité qui va l'emporter? Voilà. Je n'ai pas de réponse à cette question. Celui qui a des réponses, c'est mon invité. Il est l'initiateur du mouvement, les volontaires de la République. Il s'appelle Manixe Iyenda. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant plus ou moins 45 minutes. Manixe Iyenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci mon frère Patrick Lokala pour cette invitation de plus.
Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de partager ce même plateau avec vous dans le cadre des échanges républicains pour construire. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, la meilleure manière de bâtir la République, c'est celle de bâtir la République avec de grandes idées. Très bien, bâtir la République avec les grandes idées, ce sont les idées qui changent la République, ce sont les idées qui nous ont amenés au changement, ce sont les idées qui nous ont amené l'indépendance que nous avons aujourd'hui grâce au travail des pères de l'indépendance, notamment Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de ce pays, parce qu'on parle d'un ancien Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, on va parler aussi d'un autre ancien Premier ministre qui a de pétrin avec le Sénat de Modeste Bahati Lukwebo. Il a cherché, il a forcé à retrouver ces immunités qui du reste sont un droit pour lui, mais jusque-là, le Sénat tarde à les lui remettre. Il a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour demander au président Bosso de prodiguer des conseils au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que vous pensez que la lettre va obtenir gain de cause? Bon, d'abord, il faudrait marquer un accent de précision par rapport à cette affaire Matata. Je pense que tant pour la communauté nationale, autant pour la communauté internationale, nous tous, nous sommes témoins d'un acharnement politique qui ne dit pas son nom. Cet acharnement dont M. Matata est victime. Et pour ce dossier-là, je crois que la République démocratique du Congo est en train de faire un grand manque à gagner en termes de crédibilité de l'image, en termes de l'image, de la souveraineté de notre pays, parce que, vous savez, le dossier Matata, à l'heure où nous parlons, est sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc ça va à l'intérêt, il a écrit partout, hein. Mais effectivement, vous savez, quand on est un homme d'État n'agit pas tous azimuts. Un homme d'État ne choisit pas les canaux officieux pour s'adresser à l'opinion publique, pour s'adresser à la population. Un homme d'État est un homme de correspondance. Un homme d'État choisit les canaux officiels pour exprimer son souci. Vous savez, M. Matata a commencé par respecter d'abord la dextérité institutionnelle du président de la République dans sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République et des régulateurs d'une crise politique, l'arbitre même des tensions politiques, s'il y en a, dans un microcosme politique, les cas de notre pays. Et donc le président de la République a été saisi par la correspondance. C'est lui la première personne à être saisie. Effectivement, dans sa qualité de garant de bon fonctionnement de la République, M. Matata s'est adressé aux sénateurs, ses homologues sénateurs, pour leur faire voir combien de fois il a été victime d'une injustice, victime d'un camp politique qui veut à tout prix extirper Matata au sein de l'échiquier politique congolais. Et aujourd'hui, M. Matata s'est adressé, dans cette formule de politesse politique, il s'est adressé à l'Assemblée nationale, au président Bosso, président de l'Assemblée nationale, pour effectivement lui demander de rappeler à son homologue président du Sénat, M. Modeste Bahati Lukwebo, le respect non seulement de la sacralité de la constitution de notre pays, mais aussi le respect des institutions de la République. Vous savez, quand vous lisez notre constitution, ne serait-ce que sur la dimension de l'exposé des motifs, d'ailleurs au premier paragraphe, on parle de différentes crises récurrentes qui ont déchiré la RDC, qui ont caractérisé la RDC, et parmi lesquelles on parle justement de cette problématique des contestations des légitimités et contestations des institutions de la République et de ses animateurs. Et aujourd'hui, M. Bahati, président du Sénat, est en train de faire une sorte de rétropédalage. Il veut ramener le Congo en arrière parce que nous avons déjà rompu avec ces modèles des crises, ces modèles de vicissitudes politiques, parce que nous avons opté pour la conjugaison des efforts ensemble autour d'une table, parce que vous savez, l'arbre à palabre est considéré comme l'un des traditionnels politiques de notre pays. Nous avons conçu une loi fondamentale, notre constitution, pour installer des institutions démocratiquement investies. Et aujourd'hui, M. Bahati a jeté l'opprobre, il a jeté un crachat, il a commis ce que moi j'appelle une sorte de rébellion constitutionnelle, non seulement en remettant en cause l'intelligence du juge-président, professeur
Dieudonné Kalouba Dibois, un grand professeur à qui je reconnais la dextérité en termes de connaissances, surtout de droit constitutionnel. Je me suis permis de lire sa thèse et ces professeurs-là m'ont enseigné le cours de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et aujourd'hui remettre en cause un professeur d'un tel acabit et d'une certaine capacité avérée dans la doctrine des droits constitutionnels, cela serait quand même une insulte sur toute la communauté et surtout pour les hommes et femmes de droit constitutionnel congolais. Et non seulement ça, aussi le président du Sénat a porté atteinte à la disposition, à la teneur de l'article 100 titre de la Constitution, et donc il a fait un crachat sur la loi fondamentale. Cette loi est considérée comme le pacte républicain, le contrat social, l'expression directe de la population congolaise. Et donc aujourd'hui, on comprend que nous avons affaire à des dirigeants qui veulent nous ramener encore 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, alors que le Congo est en train de se reconstruire tant sur le plan politique que sur le plan démocratique. Et donc aujourd'hui, dans cette occasion-là, M. Matata a saisi l'opportunité, parce que vous vous souviendrez, lors de la prise des paroles de l'honorable Daniel Safou, que je salue, c'était dans un cadre de la démocratie parlementaire. On ne peut pas juger les contenus exprimés par un député national, surtout dans l'exercice normal de l'Assemblée nationale, mais cela n'est pas notre problème. Nous, on s'en tient du propos, de la réaction du président de l'Assemblée nationale sur le propos de l'honorable Daniel Safou. Le président Bosso est revenu en rappelant l'honorable Daniel Safou que la question des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne peut pas faire l'objet d'un débat ici au niveau du Parlement. Ne peut pas faire l'objet d'un débat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que les arrêts de la Cour n'est fait objet d'aucun recours, d'aucun appel, et donc cet arrêt-là mérite un respect absolu et s'exécute, surtout s'impose, non seulement au pouvoir public de l'État, mais aussi aux particuliers, et on dit d'ailleurs même aux civils, autant pour le militaire, et donc, ne serait-ce que pour cette façon de respecter la sacralité de la constitution de notre pays, autant pour la sacralité des institutions de la République, surtout que M. Mbosso a d'abord respecté le principe des séparations de pouvoir. C'est comme ça que M. Matata a saisi le président de l'Assemblée nationale pour lui solliciter l'amabilité, bien entendu, de rappeler son homologue du Sénat de pouvoir respecter. Parce que M. Bahati a tenu de propos désobligeants à l'égard de l'institution aussi symbolique. Ça ne nous concerne pas, les histoires de la Cour, il a dit, ça ne nous regarde pas. Les arrêts de la Cour ne nous concernent pas. Si les arrêts de la Cour ne concernent pas le Sénat, et cet arrêt concerne qui? Voilà, donc nous sommes dans une sorte de jungle, un état des natures, un état sans état, un état sans... C'est pas un excès de propos, il n'est pas juriste, par ignorance. Il a sorti une phrase qu'il pourrait regretter aujourd'hui. Mais quand même, est-ce que le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, n'est-il pas les mauvais destinataires de la lettre de Matata Ponyo Mapon, d'autant plus que certaines sources que nous avons consultées font état d'un conflit, un prétendu conflit qui existerait entre d'un côté le président du Sénat et de l'autre le président de l'Assemblée nationale. Et vous, les amis de Matata Ponyo, écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale qui se trouve être à conflit prétendument tel qu'avancé par certaines sources avec celui du Sénat. Est-ce que ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une allégeance faite à Mbosso alors que Mbosso est en difficulté avec l'honorable Bahati? Non, c'est qu'il faudrait d'abord dire... Ça ne va pas compliquer la tâche davantage. Hein? Non, pas du tout, parce que M. Matata n'a rien à voir avec le conflit d'ordre politique entre le président Mbosso et le président Modeste Bahati. Comme preuve, Matata ne fait pas partie de leur famille politique Union Sacrée de la Nation. Et donc on considère leurs problèmes comme des affaires internes d'un regroupement politique. Ça, c'est à eux. Rendons à César quand même ce qui est à César. Est à César. Ici, M. Matata regarde le Parlement sous une parallaxe binoculaire. Le Parlement dans sa bicaméralité, parce que d'une part, nous avons l'Assemblée nationale, la chambre basse, et de l'autre côté, les Sénats, la chambre haute. C'est-à-dire, M. Matata a tout intérêt de s'adresser à l'une des branches du Parlement, et ici, il s'agit de l'Assemblée nationale. Il s'est adressé à un président d'une institution aussi importante de notre pays pour qu'il s'adresse
pour qu'il essaye de conseiller, pour qu'il essaye de prodiguer un certain nombre d'orientations, de conseils à son homologue, parce que lorsqu'on parle des arrêts de la Cour constitutionnelle, je pense ces arrêts-là méritent un respect absolu de la part de politiques congolais. Vous savez, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que plus les politiques obtiennent le pouvoir, plus le politique se transforme comme des monarques absolus, comme des léviathans. C'est comme ça, même quand vous lisez l'esprit de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le pouvoir constituant originaire avait voulu encadrer les pouvoirs institutionnels en République démocratique du Congo. Comme preuve, même quand vous regardez l'Assemblée nationale, autant pour le Sénat, le texte qui régisse, qui constitue même le soubassement juridique, je parle du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, pareil pour le Sénat, ces textes-là sont soumis à un contrôle de constitutionnalité a priori devant le juge de la Cour constitutionnelle. C'est ce juge qui atteste effectivement la conformité entre les règlements et la Constitution. C'est pour éviter que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, fonctionne en violation de dispositions de la Constitution. Ici, chez nous, en doctrine de droit constitutionnel, on appelle ça un contrôle préventif, parce qu'il s'agit quand même des institutions de la République. Elles doivent fonctionner au regard des prescrits prévus dans la Constitution de notre pays. Donc, cela déjà était un moyen pour les législateurs suprêmes d'encadrer le pouvoir, pour que le monarque, ceux-là qui font l'excès de pouvoir, ne dépassent pas leurs limites. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une hypothèse d'une sorte de rébellion, non seulement institutionnelle, mais de la rébellion constitutionnelle. Un président du Sénat qui s'évertue à pouvoir cracher sur les arrêts qui, en une certaine mesure, représentent aussi la légitimité du peuple congolais. Et donc, c'est un manque de respect à l'égard du souverain primaire. Très bien, mais jusqu'où compte aller Modeste Bahati Lukwebo? Pourquoi les autres institutions de la République sont restées silencieuses? Je parle ici, par exemple, de la présidence, du président de la République, qui regarde cette situation perdurer. Matata a écrit à la présidence, Matata a écrit partout, mais bon, c'est comme si c'est Bahati qui a le pouvoir de rejeter quasiment les arrêts de la Cour et de ne pas les appliquer. Mais jusqu'où ira cette situation? Mais pourquoi la Cour s'est tue? Pourquoi la Cour ne peut-elle pas écrire au Sénat et demander au Sénat d'appliquer son arrêt, c'est-à-dire le remettre à Matata Ponyo Mapone ses immunités parlementaires? Parce que la Cour n'a pas qualité d'emboîter cette logique-là, parce que la Cour estime que cette logique-là n'est pas indiquée. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, nous savons les canaux à travers lesquels ces arrêts passent pour qu'ils soient exécutoires à l'égard de tous. Lorsque les arrêts sont déjà publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo, cela suppose que l'arrêt est porté à la connaissance de tous. Ça, c'est un premier fait. Et deuxièmement, l'article 168 de la Constitution est tellement clair. La Constitution dit l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est exécutoire et s'impose à tout le monde. Et donc, la Cour constitutionnelle aujourd'hui n'a pas intérêt. Est-ce que Bahati a l'arrêt? Non, mais c'est tellement simple pour avoir l'arrêt. Si M. Bahati n'a pas l'arrêt, il n'a qu'à demander à son service d'aller vers le journal officiel de la République pour qu'on lui donne l'arrêt. Et surtout que cet arrêt, dans cet arrêt, il y a des motivations de juge pour amener le juge à tirer comme conclusion dans ces dossiers-là. Et donc, M. Bahati n'a pas à pouvoir interférer ou à dominer ou à avoir un pouvoir de plus sur le pouvoir de juge de la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas du tout correct. Mais à une certaine mesure, vous allez vous rendre compte que M. Bahati, au-delà du fait qu'il est en train de donner une très mauvaise leçon de la gouvernance, parce que vous savez, Bahati quand même, c'est un vétéran politique. Pour nous, génération d'aujourd'hui, nous le regardons peut-être comme un modèle en termes de référence, en termes d'exemplarité. Mais seulement ce qui est dommage, on se dit, qu'est-ce que M. Bahati laissera à la génération future en termes d'exemplarité, en termes de paradigme et de modèles de référence en ce qui concerne la gestion de la res publica avec ce genre d'actes anticonstitutionnels. C'est comme ça que moi j'ai fait un peu comme Chadari à l'époque. Hein? Non mais malheureusement... Un jeune homme qui marche sur un arrêt de la Cour et qui s'est resté jusqu'au jour. Mais malheureusement, ceux qui se comportent de la sorte, leur nom n'a jamais été retenu dans le panthéon politique de notre pays. Parce que vous savez, Bahati cherche à tout prix
à satisfaire le président de la République, mais en posant des actes qui ne rencontrent pas. Il gagne quoi en refusant? Il gagne quoi? La dernière question. Il gagne quoi en refusant de donner à Matata ses immunités? Non, mais ça, c'est à lui de répondre à cette question. Parce qu'en voulant chercher à satisfaire le président de la République, aujourd'hui, vous avez vu, au sein de l'Union sacrée de la nation, vous avez parlé en termes de conflit interne au sein de l'Union sacrée de la nation. Ça, ce n'est même pas un problème de l'opposition politique, c'est un problème interne. Pourquoi? Parce que déjà, au sein de l'Union sacrée de la nation, il y a assez des remous, il y a assez des problèmes, il y a assez des controverses en termes de philosophie, en termes de vision politique. Et donc, si M. Bahati se sent tellement faible, il n'y a qu'à pouvoir activer sa machine, ses armes politiques pour essayer de sauvegarder ses intérêts. Matata est un homme que nous devons respecter. Vous imaginez, il y a des pays d'Afrique qui ont fait appel à M. Matata comme expert en termes de gouvernance de l'État. M. Matata a donné en fait des leçons de gouvernance. M. Matata a servi, et cela d'ailleurs constitue l'une des images positive de la RDC. Mais malheureusement, nous-mêmes le Congolais, nous-mêmes la maison qui devrait être fière de notre office, qui aujourd'hui est considérée comme une expertise en termes de gouvernance, aujourd'hui nous-mêmes, nous considérons Matata comme quelqu'un à abattre à tout prix, alors que moi je me dis, le Congo ne perdra rien si Matata recouvre ses humilités, et ben le Congo ne gagnera rien si M. Matata est condamné de manière injuste. Le silence des sénateurs, ses collègues sénateurs. Non, mais apparemment, ils ne sont pas solidaires. Hein. Ben, c'est ça. Il n'y a aucun sénateur qui s'est levé pour poser des questions, le professeur interpeller les autres. Le professeur Évariste Bochab a orienté, je crois, à recadrer le président de l'Assemblée nationale, enfin le président du Sénat en pleine séance. Il a fait preuve de son honnêteté scientifique et de sa responsabilité politique. Je pense que ça doit être le cas pour le reste des sénateurs. Ici, ce n'est pas question de s'emporter au gré des vagues d'une tendance politique. Ici, c'est une question de respecter les règles du jeu. J'ai toujours dit, la beauté d'une république repose dans le respect des textes et surtout de la loi fondamentale, notre Constitution. Est-ce que son adhésion à l'Union sacrée ne mettrait pas fin à cette saga affaire des humilités? Pour-vous que la vision du président de la République concorde à celle de Matata Mponyo? Matata Mponyo a une autre vision de gouvernance qui ne correspond pas forcément avec celle de l'Union sacrée de la nation. Matata a un leadership de qualité qui, du reste, est incompatible avec les animateurs de l'Union sacrée de la nation. Et donc, mélanger Matata dans ces calcans de l'Union sacrée au format de l'Union sacrée de la nation d'aujourd'hui, ce serait comme mélanger les torchons à la serviette, ce qui ne sera pas commode, même à l'égard de ceux qui regardent Matata avec une note de considération et profond respect. Merci, j'espère que les ennuis ne puissent continuer. On ne le souhaite pas. On veut que la société, l'opinion soit éclairée par rapport à cette question. Et voilà. Manik Seyenda, peut-être que les ambitions présidentielles de Matata Mponyo font que cela gêne beaucoup de gens. Bon, c'est pas là le sujet du jour. Mais il n'y a jamais on va parler un tribunal, ouais, il n'y a jamais une cour, une justice qui condamne les citoyens à cause de leurs ambitions de briguer à la fonction présidentielle. Aucun. Et donc, autant que moi, si j'estime que j'ai la latitude, de l'aptitude et de la compétence possible, si je réponds aux critères, aux conditionnalités telles que prévues dans l'article 72 de la Constitution, avoir la nationalité congolaise d'origine, être âgé au moins de 30 ans, avoir rempli toutes les conditions civiles et politiques, bénéficier de ses droits civils et politiques et ne pas se retrouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale, je pense que tous les Congolais peuvent postuler et briguer à cette ambition. Sans avoir des ennuis. Hein. Sans avoir des ennuis, mais attention, il faudrait aussi avoir un background parce que ça fait quand même de trop d'être conduit par ces phénomènes d'autodidaxie à la tête du pays parce que le Congo mérite quand même des dirigeants sérieux et non de dirigeants sardines. Très bien, des dirigeants sardines. Sans tête, vous n'avez cité personne. Très bien, je vous propose de changer le sujet. Manik Seyenda, on parle de dialogue. Dialogue entre les M23 ou le groupe rebelle qui sévissent à l'est de la RDC et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Du côté de Kinshasa, on refuse toute idée de dialogue. On parle de la consultation, un problème sémantique.
Manik Seyenda, on ne va pas s'attarder sur la sémantique. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a échange. Il y a échange et il y a traction entre les groupes rebelles et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Votre point de vue, quand vous avez appris, c'est la première fois que je vous reçois, après le début de ces dialogues au niveau de Nairobi, votre point de vue, quand vous avez appris que notre État a accepté, à l'aide de la médiation kenyane, de négocier avec les groupes rebelles, c'est la même qui nous agressent, qui tuent nos mamans, qui égorgent nos jeunes filles, qui les violent et qui volent, qui détournent nos minéraux. Comment avez-vous réagi en tant que Congolais? Ça dénote la faiblesse de notre service de défense et sécurité nationale. Ça dénote également la faiblesse de notre diplomatie. Nous avons toujours crié, nous avons toujours parlé de la diplomatie agissante, mais ce que nous avons vu, là, c'est quand même de la faiblesse au niveau de la diplomatie. Mais aussi, c'est un problème de stratégie. Je pense que le président de la République souffre d'une mauvaise équipe, d'une mauvaise... comment je vais dire, entourage, hein? Un mauvais entourage, parce que vous savez, le chef de l'État, au-delà du fait qu'il échoue quand même dans bien de choses, bien que la volonté y est, le président de la République a quand même exprimé la volonté de pouvoir installer la paix dans la partie Est. Il a dit, et cette déclaration-là, moi, je la place sur le même diapason que la déclaration de M. Laurent Désiré Kabila lorsqu'il disait « ne jamais trahir le Congo ». Le président Tshisekedi a dit que je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon pays, la sécurité de mon peuple, la sécurité de la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que cette phrase-là exprime effectivement la volonté manifeste du président de la République. Et au-delà de cela, nous avons vu comment est-ce que le président de la République a voulu, pour des raisons effectivement, d'éradiquer cette situation d'insécurité. Il a décrété l'état des sièges. C'est toujours dans cette logique des volontés politiques manifestes. Mais attention, on ne construit pas le pays avec des simples intentions politiques. On ne construit pas le pays avec des simples volontés. C'est comme ça que je vous parle d'un problème, d'un déficit de stratégie. Il faudrait que le président de la République, avec son équipe, qu'ils essayent de travailler, de monter des stratégies efficaces pour voir comment est-ce qu'on peut efficacement résoudre le problème de l'insécurité de notre pays. Ce qui est encore très désolant. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État souverain. Notre souveraineté ne peut pas se discuter avec un groupe rebelle. La souveraineté de la RDC est reconnue, non seulement au sein des concerts des nations, dans des organisations internationales, mais aussi à l'égard des États tiers. Nous sommes un État qui exerce une certaine autonomie au travers de contraintes publiques de l'État dans la circonscription territoriale congolaise. Mais malheureusement, aujourd'hui, cet État souverain accepte de dialoguer, d'échanger avec de groupes rebelles, ce qui est quand même très grave. Et faire de ces cadres de négociation un cadre institutionnel, je crois que cela quand même frise l'esprit de beaucoup de Congolais. Tout un président de la République non, mais pour aller négocier avec les groupes rebelles. Mais entre-temps, je vous rappelle, Manik Seyenda, que dans ces dialogues, il y a eu quand même la première étape qui a précédé ces assises de Nairobi, où le président Kenya a invité le président du Burundi, de l'Ouganda et le président congolais. Mais Paul Kagame, qui était parmi les invités, a brillé par son absence. Il s'est fait représenter par un de ses ministres, comme ce fut le cas au sommet qui était organisé à Kinshasa. Mais entre-temps, nos forces armées avaient clairement accusé le Rwanda, pointé le Rwanda du doigt de soutenir le M23 qui nous agresse. Mais nous voilà en train de négocier avec le M23 sans Paul Kagame. C'est même ça la faiblesse dont je viens de faire mention tout à l'heure. La faiblesse en termes de stratégie de sécurité et défense. La faiblesse au niveau de la diplomatie. L'équipe gouvernementale congolaise n'est pas à même de négocier pour préserver l'intérêt national, l'intérêt de la RDC, dans les cadres comme celui-là. Et aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que tout un gouvernement, avec le président de la République en avant-plan, ont été ridicules. Pourquoi? Parce que, d'abord, comment on peut négocier avec le M23 tout en ayant comme État observateur dans ces cadres d'échange le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Or, tous nous savons que le groupe rebelle M23
a comme siège d'installation le Rwanda. Et le FARDC, vous avez lu le rapport, le différent rapport, en commençant par le rapport MAPIC et même les FARDC. Les FARDC, il ne faut pas aller dans les rapports MAPIC. Installés là-bas à Kivu, l'armée congolaise a accusé le gouvernement rwandais pour avoir été complice. Et d'ailleurs, on avait même arrêté 2 éléments rwandais parmi les éléments de ce groupe rebelle M23. Et aujourd'hui, toutes les conditions, tout le contexte nécessaire qui pouvait nous amener à parler, à utiliser les concepts de guerre, ces contextes-là sont déjà réunis. Et d'ailleurs, notre constitution donne même au président de la République le pouvoir de décréter la guerre, si nécessité il y a. Je me demande pourquoi le président de la République, pourquoi le gouvernement congolais n'arrive pas à prendre cette option de déclencher carrément la guerre avec le Rwanda. Si seulement c'est le Rwanda qui joue le petit jeu, le jeu de malin derrière le groupe M23. Vous avez vu aujourd'hui la Russie face à l'Ukraine. Si la Russie a riposté de cette façon-là, parce que la Russie est dans une logique de sauvegarder les intérêts. La Russie s'est sentie... Et pour la Russie, ses intérêts ne sont pas négociables avec qui que ce soit. Ici, nous sommes dans un contexte des États. Et vous savez, les rapports entre les États, il s'agit des rapports de force. Comment vous pouvez imaginer une armée aussi républicaine, comme celle de la FARDC, peut fléchir devant un groupe rebelle de M23? Ça, c'est quand même honteux. Si vous estimez que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda sont complices, alors déclenchons la guerre face à ces États voisins. Parce que ça fait quand même plus d'une fois le président de la République, tout en commençant par... Autrement dit, vous voulez dire dans des mots clairs que le Congo négocie avec les mauvais interlocuteurs. Non mais pas du tout. Oui, effectivement, le Congo négocie avec les mauvais interlocuteurs. Les vrais interlocuteurs auraient été le Rwanda qui soutient les M23. Parce que l'armée congolaise a déjà... Mais pourquoi le Congo ne l'a-t-il pas fait? Non mais c'est parce que nous sommes un État. On a peur de Kagame? Non mais ça c'est une question qu'on se pose. Parce que le président de la République, en commençant par la tribune des Nations Unies, il a fustigé. Il n'y a pas plus tard que quelques jours passés, lors du sommet, le récent sommet, le président de la République a fustigé le fait qu'il y a des États voisins qui font le jeu de malin. Sa propre armée a doigté le Rwanda. Effectivement, mais je me dis, pourquoi le président de la République n'arrive pas à assumer sa responsabilité en regardant en face ces États voisins-là dont il fait allusion dans ce différent discours. Et aujourd'hui, pourquoi il n'assume pas? On a l'impression... C'est quand même une bonne problématique. Hein? On a l'impression... Pourquoi il ne peut pas s'assumer? Mais effectivement... Et doiter clairement le Rwanda, désigner le Rwanda comme le problème, et à ce moment-là, entamer peut-être une négociation, si ça ne tient pas, passer à l'option militaire. C'est comme ça que moi je voudrais... Pourquoi il ne peut pas le faire? Le président de la République a tout intérêt d'agir. Et je peux le rassurer, si le président agit, au-delà du fait qu'il sera avec l'armée derrière lui, il sera aussi avec son peuple. C'est même peuple qui sera derrière lui. Et le peuple congolais, comparablement à la petite démographie du Rwanda, un micro-pays qui n'a à peine 6 millions ou 7 millions d'habitants. Moins d'habitants que Kinshasa. Non mais vous imaginez si le peuple congolais, plus de 100 millions de Congolais se rangent derrière le président de la République pour traquer le Rwandais qui aujourd'hui sème de la désolation dans la partie est de notre pays. Vous pensez que le Rwanda va résister même pendant une semaine? Je ne pense pas. Mais alors ma question est de savoir pourquoi il ne peut pas agir dans cette logique-là telle que vous... Cela relève effectivement de sa capacité en tant que président de la République. Cela relève effectivement aussi de la capacité des stratégies élaboré par le président de la République et son gouvernement. Peut-être que le président de la République a opté pour le chemin des proximités, des dialogues, d'échanges. Mais si le dialogue n'a pas réussi, je pense qu'il faudrait changer de méthode. Si l'état de siège, parce qu'après quand même état de siège, nous devons quand même faire une certaine évaluation pour voir s'il y a eu quand même de points positifs et le point négatif. Mais après cette évaluation, je crois que nous devons quand même tirer les conséquences, ne serait-ce que pour sauvegarder. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler des morts et des morts. À l'Est, il y a des carnages. Il y a des tueries qui continuent. Il y a la recrudescence de l'insécurité. Mais jusqu'à quand on continuera à tuer les Congolais? À peine le Rwandais parle des génocides. Mais lorsque vous comparez les génocides rwandais par rapport au génocide congolais, nous on en est à 15 millions déjà. Vous imaginez? Alors que le Rwanda, pour leur génocide, ils font un lobby incroyable sur le plan international. Mais chez nous, les gens meurent, on n'en parle pas.
On tue le Congolais, on n'en parle pas. Encore chose grave, lorsque les éléments de notre propre armée essayent de réagir, on voit la réaction du gouvernement. Certains ont été même sanctionnés, d'autres ont été... Mais finalement, on se pose la question, qui est contre qui? Qui infiltre qui? J'ai l'impression qu'il y a même des Congolais, c'est comme ça que le président de l'Assemblée nationale s'était adressé à certains Congolais en disant quittez le groupe rebelle. Vous l'appréciez beaucoup actuellement. Non mais, Christophe Mbosso non mais moi j'aime la clarté de cet acteur politique, son sens des vérités sans gants. Il dit des vérités sans chemise. Et ici, lorsqu'on se rend compte que nous sommes infiltrés, je crois que nous devons dénoncer. Exactement, exactement. Alors, je me demande pourquoi nous pouvons continuer avec cette série de complaisances, cette série d'hypocrisie, alors que le problème est là, en face de nous. Nous devons avoir la capacité, le Congo est un grand pays et nous devons sauvegarder l'intérêt de notre pays. Là, je m'adresse au président de la République, avec le gouvernement, de multiplier encore de stratégies, de multiplier encore des efforts, parce que la souveraineté de la République démocratique du Congo ne sera pas négociée, surtout pas avec un groupe rebelle. On va voir cette souveraineté, si elle existe encore. Est-ce que nous avons une souveraineté de papier, de principe, qui n'existe que sur papier? On a du mal à voir nos dirigeants faire tenir tête à Kagame. Est-ce que le Congo a un problème d'intellectuel? Est-ce que le Congo a un problème de leadership capable de rivaliser avec celui du Rwanda? Que représente, que restera-t-il encore dans ces pays si déjà nous sommes devenus un État sous-traité par le Rwanda? Très souvent, on a comme l'impression que nos dirigeants ont peur de Paul Kagame. Qu'est-ce que Paul Kagame représente comme force pour qu'il fasse peur, autant peur aux dirigeants congolais? Ce sont des questions que nous nous posons. On a appris peu avant ces dialogues que c'est le gouvernement lui-même qui est allé chercher à négocier avec ce groupe rebelle. Mais est-ce que nous n'avons pas une armée dans ces pays? Nous savons tous que l'armée a pour mission de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Quelque part, on nous avait appris que nous sommes la 10e armée en Afrique. Au moment où Joseph Kabila a quitté le pouvoir, je suis convaincu qu'au sein de cette armée, il y a des nationalistes et des patriotes qui n'ont besoin que de mots pour en finir avec le Rwanda. Vous vous rappelez à l'époque de Mamadou Ndala, vous vous rappelez à l'époque du général Olenga, quand les M23 avaient pris le contrôle de Goma, nos forces armées avaient répondu jusqu'à aller au Rwanda, et vous savez les sorts qu'on a réservés, non seulement au général Olenga, qu'on a fait déplacer de cette zone d'opération pour Kinshasa, casé à la maison militaire du chef de l'État. Mamadou Ndala, quant à lui, il a trouvé la mort. Pourquoi notre État fait ce qu'on pourrait appeler une sorte d'accompagnement dans cette agression que nous subissons à l'Est? On a aussi appris, selon certaines sources, que le porte-parole de l'armée qui a dénoncé l'implication du Rwanda dans l'agression de l'Est a été permis, d'autres ont été sanctionnés pour avoir pointé du doigt les petits Rwandais. Est-ce que le Rwanda est-il devenu la toute-puissance au niveau de la sous-région? C'est la grande question que nous nous posons. Mais nous croyons que le Rwanda est faible et que ce sont certains de nos dirigeants qui font que le Rwanda soit fort vis-à-vis de l'État congolais. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Manik Yenda, on va prendre le tout dernier sujet de cette émission. Il y a eu des heurts entre les militants de la coalition Lamuka et les éléments de la police nationale congolaise. Les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux sont inacceptables, une violence inouïe de la part de certains éléments de la police que j'ai appelés des barbares. Certains éléments que j'ai qualifiés de barbares. Je n'ai pas dit que la police est barbare, j'ai qualifié certains éléments de la police qu'on a vus sur ces images des barbares, des inciviques. Ces pratiques de longue date doivent cesser. Manik Yenda, ça c'est le premier volet de cette problématique, agression. La police qui agresse, au lieu d'encadrer, de protéger, on a vu la police à l'œuvre, piétiner des militants de la coalition Lamuka. Ils ne se sont pas arrêtés là. Certains éléments de la police sont allés jusqu'à saccager le siège de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu de l'opposition. Alors qu'hier, nous tous nous avions condamné ces pratiques. Comment
réagissez-vous? J'ai très mal au cœur, je suis très déçu de voir un parti qui a milité pendant 37 ans de lutte. Je parle de l'UDPS. L'UDPS Le parti présidentiel, hein? Parti présidentiel, parti détenteur de bâton de gestion de la République. C'était l'UDPS-là, c'est parti-là qui a fait l'objet des relégations, dont le membre ont fait l'objet des relégations, des arrestations arbitraires, des condamnations injustes, des arrestations et voire même des tueries. Aujourd'hui, les mêmes partis qui prennent le pouvoir reproduisent exactement et peut-être plus les mêmes actes que nous avons décriés hier. Je me demande entre l'UDPS et le PPRD, c'est quoi la différence? Moi, je suis vraiment perdu, je suis confus. Je ne sais pas s'il y a la différence entre ces partis qui avaient tué les gens hier et les partis qui tuent les gens aujourd'hui. Et ça, c'est quand même choquant, c'est quand même décevant. Et de l'autre côté, je me rappelle encore de ce même peuple qui avait rappelé au président Tshisekedi, Félix Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. C'est ça même le combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, sauvegarder l'intérêt du peuple. Sauvegarder l'intérêt du peuple comme une vision de l'État voudrait dire qu'il faudrait appliquer l'une des premières missions fondamentales de l'État, la mission gendarme, celle qui consiste à protéger les citoyens et leurs biens. Vous avez utilisé les termes appropriés. Il s'agit de la barbarie, ce que nous avons assisté dans le siège des Lécidés. Il s'agit de l'animosité. C'était quand même mécréant de voir certains policiers se donnent le luxe d'aller saccager un parti politique de l'opposition de notre pays. Dans un pays démocratique. Et alors, qu'est-ce qu'on dira pour le cas de l'article 8 de la Constitution congolaise qui considère les activités politiques de l'opposition comme étant de sacré? Ah, la loi dit que les activités de l'opposition sont sacrées. C'est l'article 8 de la Constitution de notre pays, la sacralité des activités de l'opposition politique. Ça fait vivre et revivre la démocratie dans un État. C'est tellement honteux. Ce que l'UDPS fait aujourd'hui, c'est que l'union sacrée de la nation fait aujourd'hui. Maintenant, les liens entre certains policiers qui ont saccagé la résidence ou le siège national de l'UCD et l'IDPS, vous pensez que ces policiers ont agi sous les ordres? Non, mais c'est une conséquence. Mais ce n'est pas un faux raisonnement, ça. Aujourd'hui, cette police à qui l'on avait incombé la responsabilité sur la tête de Joseph Kabila hier, cette police est conduite aujourd'hui par la vision. Même jurisprudence. C'est parti politique, mais mutatis mutandis, parallélisme de forme. Si hier nous avons décrié le comportement inhumain de la police nationale de notre pays sous Joseph Kabila, aujourd'hui on vit pratiquement la même réalité. C'est la vision de l'UDPS qui a failli. C'est la vision de l'UDPS qui conduit cette police. Il vous souviendrez que le président de la République, lors de sa prise de pouvoir, il avait dit, oui, répression il y aura, mais nous allons procéder d'abord par des méthodes pédagogiques. C'est-à-dire des méthodes d'entretien, de conversation, de préparation psychologique de la population pour que les gens comprennent la nécessité et créer justement la liaison entre la population et la police nationale congolaise. Mais ce n'est pas ça. On en est aujourd'hui avec les mots qui étaient prononcés hier. Malheureusement, ce qu'on a vu dernièrement, ce n'est que le chapelet d'intention. Et aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, le peuple congolais est tellement déçu. Si nous voulons... Vous pensez que l'État va faire une enquête pour quand même établir les responsabilités? Quand même, il faudrait que la justice s'enquête sur ces dossiers-là. Vous avez vu des images, les vidéos sont là. C'est comme un film où on voit un policier avec une grosse pierre en train de la poser sur la tête d'un militant. Ça, c'est le banditisme. Quel degré de violence! Ici, chez nous, dans la capitale. Vous avez vu comment le policier tirait à balles réelles, comment le policier saccageait, il violait même l'intégrité en termes de domicile de ces partis-là, parce que c'est quand même le siège d'un parti politique. Et c'est quand même très grave. Entre-temps, il y a des ONG de droits de l'homme qui sont là en train de regarder, des ONG que moi je considère comme des manettes de Nintendo utilisées par les dictats des acteurs politiques. Ils sont là, ils sont en train de regarder. Aucune déclaration. Entre-temps, la justice congolaise, aujourd'hui considérée comme cette justice qui est là pour construire l'édifice de l'état de droit, le parquet est là, le parquet est en train de regarder. On dira qu'il y a état de droit, on dira qu'il y a la justice. Non mais il faut nous éviter ce genre de scénario, des scènes aussi
atroces comme celle-là. Et donc aujourd'hui, l'UDPS et l'Union Sacrée sont en train de creuser le trou dans lequel ils vont s'enterrer. Très bien. L'avenir nous en dira plus. De la même manière que nous avions réprimandé les comportements inhumains sous le régime de Joseph Kabila, avec le régime de l'UDPS, le régime de l'Union Sacrée de la Nation, on en fera plus. Parce qu'il y a un Français qui dit « un homme averti en vaut deux ». Très bien, Manik Seyenda. Je suis très révolté contre ces images, cette agression barbare de la part de certains éléments de la police nationale congolaise. Si seulement on planifiait, on préparait la contre-attaque contre les M23 et d'autres groupes rebelles, comme on planifie la répression dans ces pays, Vraiment. on parlerait plus des groupes armés dans ces pays. Pour la répression, on met des moyens, on planifie, on prépare certains éléments. Mais que fait-on vis-à-vis des vrais adversaires, ceux qui tuent, qui violent et qui exploitent illégalement nos minéraux? Faudrait-il seulement mettre en place des stratégies pour nuire aux activités de l'opposition et être incapable de mettre en place des stratégies pour nuire les M23 et leurs alliés? C'est un point de vue que j'assume, que j'assumerai jusqu'au bout. Mais finalement, ce qui est à la base de cette agression, de ces heurts entre les militants de l'ICD et certains éléments de la police nationale, c'est les débats autour de la révision de la loi électorale. L'opposition pense, déjà je ne connais pas votre position, si vous êtes de l'opposition ou de la majorité. Moi, je suis du côté du peuple congolais. Vous êtes du côté du peuple congolais. Le vrai opposant d'ailleurs de M. Félix Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Donc vous êtes opposant. Bon, moi, à la limite, je ne m'oppose pas au président de la République parce que je considère le président de la République comme une institution sacrée. S'opposer à l'institution sacrée, c'est s'opposer à la République. Moi, je suis dans une logique de critiques sévères à l'égard du président de la République. Pas acerbe, pas de critiques acerbes. Non, simplement des critiques régulières, n'a pas droit à l'erreur. Très bien. Je connais la situation et je pense que c'est lui la personne indiquée à pouvoir réserver les vraies solutions aux problèmes des Congolais. Alors, on va partir pour ce dernier débat, Manik Seyenda. D'abord, en tant que juriste, vous êtes formel dans les raisonnements. Faudrait-il que les débats autour de la révision de la loi électorale se fassent au Parlement, c'est-à-dire dans les cadres institutionnels ou en dehors? Le 2. Parce que vous savez, Expliquez-vous. je vous ai dit au prologue de mon intervention que nous avions eu une coutume en termes de pratique politique, la coutume d'arbre à palabre, notre traditionnel politique. Nous avons cette culture de discuter autour d'une table. La conférence nationale souveraine est l'un des cas le plus patent. Les différentes consultations nationales que nous avions réalisées. Mais il y a toujours des avec le contextes, président de la crises. République. On est dans un contexte de fonctionnement régulier et normal des institutions. La plus grande crise dans un contexte démocratique, c'est la crise des contestations de légitimité des institutions de la République et même de ses animateurs. Aujourd'hui, le problème de l'opposition, c'est au niveau de la CENI. Cette CENI-là, les animateurs de la CENI ne sont pas crédibles. Vous ne pouvez pas nous engager dans un match où l'arbitre porte carrément la vareuse des adversaires. Ça ne marche pas. C'est en cela que les opposants disent non, nous devons quand même réfléchir ensemble. Parce qu'ils savent. Je dis que quand Dimaye de l'UDPS. Non, mais moi je ne l'ai pas dit. Mais simplement, il y a des opposants qui réquisent M. Denis Kadima, qui ne font pas foi à M. Denis Kadima, qui n'ont aucune crédibilité sur M. Denis Kadima. Alors, expliquez-moi sur les deux schémas. Les schémas institutionnels et le schéma extra-institutionnel. Les deux valent la peine. Mais seulement, du point de vue institutionnel, les opposants savent que là-bas, ils ont l'avantage de la clé de cette majorité de broderies confectionnées par rapport aux déshydratats de leur locomotive politique. Cette majorité remportera, même si les débats est animé par les opposants politiques. Je me dis, que fera l'ECD dans ces parlements-là? Mais c'est ce que dans un débat des réformes, nous avons voulu que les parlements réforment, les institutions réforment, révisent certaines lois. C'est ce que nous avons voulu. À condition que nous ayons, c'est ce que veut la loi fondamentale. À condition que nous ayons des élus du peuple véritablement responsables. Ce que nous ne sommes pas responsables. Mais pas du tout. Je parle de la majorité des broderies. Vous pesez les mots. Je parle de la majorité
confectionnés selon la Les volonté élus politique que nous des avons au individus. Parlement ne sont pas responsables. Non, mais heureusement que nous les appelons honorables, mais en réalité, ils ne sont même pas honorables. Beaucoup, la plupart des cas, en tout cas, on n'a pas des députés qui représentent valablement les intérêts du peuple. Vous avez vu déjà ces députés relever, par exemple, les vrais débats autour de la situation sociale du peuple congolais? Le problème de l'électricité, est-ce qu'on en parle? Ici, il y a un problème d'eau, un problème criant. Les Congolais et les Quinois n'ont pas d'eau. Est-ce que vous avez vu le député poser ces problèmes-là comme l'une des questions orales au niveau de l'Assemblée nationale? Pareil pour le Sénat. Ça fait pratiquement 3 ans de gestion sous le régime de l'Union sacrée de la nation où il n'y a aucune politique d'employabilité. Les Congolais ne sont pas employés, il n'y a pas de travail. Et même lorsqu'on regarde la tridimension des valeurs en termes de devises de notre pays, justice, paix et travail, est-ce ces députés-là, ils tiennent compte de ça? Est-ce que ces députés-là se rendent compte de ces degrés de souffrance? Regardez seulement le visage de Congolais. Les Congolais est rempli d'un grand désarroi. Il n'y a pas d'espoir. Devant la jeunesse congolaise, il y a un brouillard où on ne sait même pas voir l'avenir. Est-ce que ces députés-là, ils parlent de ça au Parlement? En quoi ils représentent le peuple? Ça, c'est un Donc débat. pour vous, ils ne méritent pas de mener le débat? Non, mais pas du tout. Quoique, ayant la légalité. Encore faudrait-il mentionner aussi une chose, c'est quand même important. Pourquoi à chaque avant-cycle électoral, dans notre pays, on doit réviser la loi électorale? Vous savez, au-delà du fait que la loi électorale revêt, le caractère général et impersonnel, la loi revêt aussi le caractère de la stabilité dans le temps. Notre loi, ces gens-là, ils veulent transformer la loi électorale comme une sorte de loi, je dirais, anémique, où à chaque avant-cycle électoral, il faut transfuser un paquet de réformes, et par moment des réformes qui déforment. Et surtout que dans ce débat-là, autour de la réforme, du circuit électoral, c'est un débat complaisant, c'est un débat d'hypocrisie. Le vrai problème, on n'en parle pas. Vous avez déjà vu un acteur politique, opposition tout comme du pouvoir, mettre un accent sur l'organisation des élections locales? Personne n'en parle. Alors qu'on nous dit tout le temps, démocratie à la base. Démocratie à la base. Mais personne n'est monté au créneau pour parler des élections locales dans ce pays. Encore chose grave, même les gouvernements, pareil pour la CENI. Personne ne nous explique pourquoi on n'organise pas les élections locales. Et qu'est-ce qu'il faut pour organiser les élections locales? Personne n'en parle. C'est votre sujet chéri. Alors, vous avez démontré c'est ça un débat complaisant. Vous avez démontré d'une part qu'on ne peut pas aller dans ces schémas institutionnels parce que déjà la majorité Union Sacrée va l'emporter. Et pour vous, la plupart des députés Union Sacrée ne sont pas responsables et ne méritent pas de tenir un débat sur la révision de la loi électorale au niveau institutionnel. Deuxième volet, institutionnel, comment les choses vont se passer? Encore que même sur là, ça la dimension un autre brouillard extra-institutionnelle, il y a des gens qui ne méritent pas la crédibilité de représenter le peuple. Extra-institutionnel. Justement. Comme qui? Non, mais il y a assez d'acteurs politiques qui sont non crédibles vis-à-vis du peuple. En réalité, ce qu'ils cherchent, ils cherchent un cadre à travers lequel ils vont se partager des gâteaux. C'est partager les postes. C'est partager les postes. Il y a des précédents dans cette matière-là. Nous avons assez de jurisprudence politique sur ce point-là. Ils ont partagé des gâteaux et des postes à plusieurs dialogues politiques et finalement le peuple congolais ne s'est jamais retrouvé dans ce genre d'échanges ou de dialogues. C'est comme ça que moi je dis, il faudrait que l'opposition politique, la vraie, l'opposition républicaine, travaille la mentalité, la psychologie collective du peuple congolais pour finalement dire à M. Tshisekedi, out. Mais Manix, il y a un problème. Parce que la solution, il faut que Tshisekedi n'arrive pas à obtenir un deuxième mandat lors des élections de 2023. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Mais oui, c'est ça la solution. Mais avant d'y arriver, on aborde le débat des réformes. Vous dites que le Parlement ne peut pas le faire. Mais entre-temps, l'opposition, certains acteurs de l'opposition ne sont pas crédibles, ne peuvent pas porter ce débat. L'opposition vont chercher les postes. En conclusion, vous dites que Tshisekedi doit partir. Mais entre-temps, vous ne vous attendez pas sur comment réviser les choses. Je vous ai dit. Les cadres formels pour la tenue des élections, vous ne vous attendez pas. Mais comment Tshisekedi va partir? D'autant plus que déjà, vous ne donnez confiance à personne dans vos analyses. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que le vrai opposant de M. Tshisekedi, ce n'est pas ces acteurs politiques-là qui viennent avec des intérêts gloutons. Les vrais opposants de Tshisekedi, c'est ces Congolais-là qui souffrent. C'est ces étudiants-là qui n'ont jamais connu de bourse d'études. C'est ces Congolais-là qui manquent de l'emploi. Ça fait plus d'une décennie déjà.
Les opposants de M. Tshisekedi, c'est ces Congolais qui manquent de l'eau à boire, l'électricité. Les opposants de Tshisekedi, c'est tous ces Congolais-là à l'est du pays qui meurent, qui perdent le membre de leur famille. Les opposants de M. Tshisekedi, c'est nous tous, la génération d'aujourd'hui sacrifiée à cause d'une mauvaise gouvernance d'un régime politique. Et donc aujourd'hui, les vrais opposants de M. Tshisekedi, ceux qui doivent faire un véritable contrôle citoyen, c'est bien le peuple congolais. Et donc moi, je suis derrière le peuple parce que le politique en réalité, je vous ai dit, ils viennent avec leurs intérêts, partager les postes, mais au finish, le peuple ne va même pas se retrouver. Le peuple ne va pas se retrouver. Le peuple ne va même pas se retrouver. C'est comme ça que moi je dis, il faudrait travailler dans la logique d'aller en conformité avec les desiderata du peuple pour finalement faire en sorte que M. Tshisekedi n'obtienne pas un deuxième mandat. Il est vrai, on va préparer tout le stratagème possible. Parce que vous allez voir, même le décor pour le deuxième mandat de M. Tshisekedi est déjà planté. Il a la CENI, il a la Cour constitutionnelle, mais seulement que M. Tshisekedi maintenant cherche à se redéfinir la santé électorale. C'est comme ça, il commence maintenant à amadouer certains acteurs qui ont encore de l'ancrage populaire dans leurs provinces respectives. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, quelqu'un comme Bahati ne serve plus rien aux côtés de M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que l'intérêt pour lequel on avait fait recours à M. Bahati, c'était pour confectionner cette majorité des broderies. Et là maintenant, on tend vers la période pré-électorale. Ici, on a plus besoin de gens qui ont de l'ancrage populaire. Si en cela, vous voyez la fin de Bahati à son... Non mais Bahati est déjà à son apogée, à son apocalypse. Bahati, c'est fini. Non mais ils se sont servis de Bahati et maintenant ils veulent le remercier. Comme preuve, Ballon d'essai, les ministres de l'AFDC est parti de cette manière que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, s'il y a conflit, comme vous l'avez dit au début de cette émission, entre Bahati et Mbosso, entre autres, c'est parce que M. Bahati ne se retrouve plus. Pourquoi? Parce que la stratégie de l'Union sacrée a changé. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques aux côtés du peuple congolais, nous travaillons, nous préparons le peuple à ne jamais voter, à ne jamais appuyer la candidature d'un membre de l'Union sacrée de la nation, parce qu'ils ont déjà prouvé de quoi ils sont incapables en gérant le pays pendant 5 ans sans aucun résultat escompté. On va finir avec cette question. La SENCO et les CC proposent des bons offices pour les dialogues. Vous êtes partant? Moi, je suis catholique au moins crédible et les CC. Non, ben moi je ne suis pas assez confiant. Je suis très dubitatif à cette question-là. On reproduit pratiquement le même scène. Chaque après 5 ans, c'est le dialogue, le débat, l'église catholique, SENCO. Ça devient très rentable pour les églises, hein? C'est pratiquement le même rituel. Nous vivons le même problème, le même fait, les mêmes situations. Et au finish, le problème de Congolais reste les mêmes. Très bien, le problème des Congolais reste le même. Mais quand est-ce qu'on va changer? Un dernier message d'espoir à la population qui nous suit. Moi, je voudrais tout simplement dire à la population congolaise, il est quand même temps d'opter pour la méthode d'une révolution substantielle, d'utiliser à bon escient le fouet électoral, parce que nous devons sanctionner sévèrement les gens qui ont été incapables pendant ces mandats que nous leur avons donnés. Peuple congolais, ne votez plus de gens à cause de leur polo, ou encore à cause de leur argent. Peuple congolais, votez cette fois-ci les idées. Parce que j'ai toujours dit, gérer un pays comme la RDC, c'est tellement facile. Mais à condition que vous ayez une vision de gouvernance à la base. Regardez l'Union sacrée aujourd'hui est comme quelqu'un qui veut quitter la ville de Gombe pour aller au rond-point Ngaba. Au lieu d'utiliser le chemin qui peuvent lui amener au rond-point Ngaba, malheureusement, l'Union sacrée prend la direction qui mène vers l'aéroport d'Endjili. L'Union sacrée est totalement perdue. Et donc, lors du rendez-vous entre le peuple et les dirigeants, le rendez-vous électoral de 2023, ne votez plus les fantômes députés nationaux, ne votez plus de gens incapables qui viennent avec des chapelets d'intention, votez quelqu'un qui a une vision de gouvernance à la base, parce que cette fois-ci, nous avons quand même besoin d'avoir des dirigeants comme un peu de Macky Sall. Vous parlez de Matata. Nous avons besoin d'avoir des gens. Pourquoi pas avoir un professeur à la tête du pays? C'est Matata. Pourquoi pas avoir un économiste de formation à la tête du pays? Pourquoi pas avoir un juriste à la tête du pays? Pourquoi pas avoir un médecin comme le docteur Denis Mukwege à la tête du pays? Non seulement ça sera la fierté de notre patrie, mais aussi nous aurons
le privilège d'avoir un président qui a de la maîtrise et surtout de la capacité de résoudre le problème de Congolais. Merci. Cette émission est terminée. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. beaucoup, mon frère Patrick Lokala. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Patrick Lokala TV.